Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose de démarrer. Il est 15 heures. Je vous remercie tout le monde d'être là, d'assister à notre conférence donc, qui s'intitule Prix de l'électricité à moyen terme, faut-il investir dans le photovoltaïque aujourd'hui? Peut-être juste avant qu'on commence, on est sur un format, c'est vrai, assez court, 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est peut-être de garder les questions pour la fin. Et si on va essayer de garder 5-10 minutes pour y répondre. Et si jamais il y a plus de questions, je vous invite à venir nous voir à notre stand. On n'est pas loin, le stand Énergie Dev. On saura répondre un peu plus de manière adaptée à chacun si besoin. Donc je simplement présenter, je présenterai après Énergie Dev, donc les deux personnes qui ont parlé, mon collègue Pierre Copin qui va lui parler sur la partie photovoltaïque. Bonjour. Et moi-même donc sur la partie introductive pour répondre pourquoi on parle un peu plus du photovoltaïque aujourd'hui qu'avant, puisque je suis pricing analyst, donc plus sur la partie achat et marché d'énergie. Voilà. Donc on va essayer d'aborder tous ces points aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, c'est pour ça que je disais que si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas ensuite à venir sur notre stand, on pourra échanger avec plaisir avec vous. Énergie Dev, donc pour commencer, donc on travaille tous les deux chez Énergie Dev. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur la partie énergie carbone. À la base, notre philosophie, notre façon de penser, c'est qu'il est aujourd'hui primordial de décarboner. Sauf que pour décarboner, entre guillemets, le nerf de la guerre, il faut quand même se le dire, c'est la partie financière, les euros. Donc on a 3 pôles d'expertise chez Énergie Dev, la partie performance financière, la partie efficacité d'énergie et la partie sobriété carbone. À savoir que sur toutes ces parties, sur ces 3 thématiques, on est vraiment neutre, indépendant de tout énergéticien, offreur de solutions ou fournisseur pour la partie achat. Le but, c'est vraiment de permettre d'accompagner nos clients et de les rendre les plus compétitifs possibles par rapport aux autres. En quelques chiffres, Énergie Dev, donc c'est une société qui existe depuis 2010. On est une dizaine de collaborateurs, à peu près 500 clients de tout secteur. On va de la PME jusqu'aux gros industriels, en passant bien sûr par les collectivités, donc des entreprises de tout type. Principalement, je ne l'ai pas dit, on est basé à Strasbourg, donc principalement dans le Grand Est, au Rhin, Bas-Rhin. On peut aller aussi en Moselle. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'être local au maximum pour pouvoir vraiment avoir une relation privilégiée avec tous nos clients. Un peu plus dans le détail, donc nos 3 pôles d'expertise, je le disais, le nerf de la guerre, c'est les euros. Je pense que vous n'allez pas me contredire sur cette partie performance financière. Donc on accompagne les entreprises principalement sur 3 sujets. La partie achat d'énergie, la fiscalité énergétique, notamment les optimisations de taxes via les factures d'énergie, et les différents leviers de financement et des subventions, les différents dispositifs qui existent. Sur la partie donc efficacité énergétique, état des lieux, plan d'action, puisque la première chose pour maîtriser et améliorer son efficacité énergétique, c'est de mesurer, de voir ce qui se passe. Management de l'énergie, on peut aller jusqu'à la certification ISO 50001 avec les industriels, et mesure de la performance via des plans de comptage ou des outils de supervision. Et enfin, la sobriété carbone, je le disais, la finalité de tout ça, c'est la décarbonation. Et donc, pour ça, on a différents outils, les bilans en gaz à effet de serre, bilan carbone, bien évidemment la mise en place, l'accompagnement sur des stratégies bas carbone et les études de faisabilité PV. Je finis par ça, puisque c'est aujourd'hui le sujet de notre propos. Peut-être préciser simplement rapidement que sur toutes ces thématiques-là, on intervient en tant que bureau de conseil indépendant. Voilà. Donc que ce soit sur la partie bleue, la partie jaune ou la partie verte, on est bureau de conseil. Voilà, on vous donne un avis neutre. Donc sur la partie bleue, on n'est pas courtier, on n'est pas fournisseur d'énergie. Et comme sur la partie verte, pour reprendre un exemple, étude de photovoltaïque, sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, on n'installe pas de photovoltaïque. Donc on n'a rien à vous vendre si ce n'est un conseil avec du recul. Voilà. Pour introduire donc le propos et laisser après la parole à peut-être ce qui vous intéresse le plus, la partie photovoltaïque, simplement pour introduire et voir un peu pourquoi on parle aujourd'hui de photovoltaïque, peut-être encore plus qu'avant, parler un peu des prix de l'énergie. Alors je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que c'est quand même important de démarrer par là pour comprendre pourquoi le PV aujourd'hui est quelque chose sur lequel on s'intéresse.
Vous avez ici sous les yeux une courbe de prix. Donc vous avez ici, on commence par le gaz. Vous savez peut-être, hein, l'électricité et le gaz sont deux choses qui s'échangent sur les marchés, hein, sur une bourse en fait. Et vous avez ici sous les yeux les courbes de prix de marché du gaz naturel. Tout à gauche, vous voyez l'ancien prix un peu avant guerre, hein, avant crise énergétique. Le prix, la référence du prix du gaz, on était autour de 20 euros du mégawattheure. C'est sûrement ce que vous payez à l'époque sur vos factures. Et depuis 2021, début de la crise énergétique, pic l'année dernière, on a touché les 300 euros du mégawattheure pour la molécule de gaz, plus de 10 fois ce que vous payez anciennement. Malheureusement, il y a des entreprises, c'est peut-être le cas pour vous, qui ont renégocié des contrats à ces prix-là. On a touché en tout cas le pic, hein, des prix courants de l'été dernier, et petit à petit, on est revenu vers quelque chose d'un peu plus normal, hein, même si le terme normal n'est plus forcément d'actualité. Mais en tout cas, sur le gaz, vous voyez qu'aujourd'hui, on s'est un peu stabilisé, hein, depuis le début de l'année, même si la situation va beaucoup mieux, hein, et malgré effectivement le fait qu'on ait du gaz, que nos stocks soient pleins, on est quand même aujourd'hui stabilisé à peu près 2 fois le prix qu'on avait historiquement, puisque de 20, on est plutôt aujourd'hui à 40 ou 50 euros du mégawattheure. Alors vous allez me demander pourquoi je vous parle du prix du gaz alors que notre conférence s'intitule Prix de l'électricité et du PV, parce que vous êtes pas sans savoir que le prix de l'électricité en France et en Europe plus généralement est largement corrélé à celui du gaz. Et vous voyez ici, si on regarde la même courbe, mais cette fois-ci pour l'électricité, hein, toujours en prix de marché, on se rend compte qu'elles sont presque similaires, on peut presque les superposer à des niveaux de prix différents, hein, l'électricité étant plus chère que le gaz, mais on peut les superposer parce que l'un ne va pas sans l'autre, et en l'occurrence l'électricité est corrélée au prix du gaz. Pour l'électricité, l'ancienne référence, on était à peu près à 60 euros du mégawattheure. Vous voyez que l'année dernière, on a crevé tous les plafonds, si j'ose dire. On est allé à presque 1200 parfois euros du mégawattheure sur les marchés. On est revenu à des prix un peu moins élevés, mais on est toujours, hein, un peu comme le gaz, sur le même ordre de grandeur, toujours à peu près x2, hein, sur l'ancien prix, en tout cas le prix avant crise. On voit donc que oui, effectivement, comme on l'entend, c'est vrai, la situation s'est largement améliorée sur les marchés. Ce qu'on a vécu l'année dernière, on espère ne plus le revivre, hein, que ce soit par rapport à nos centrales nucléaires ou par rapport au stock de gaz et aux approvisionnements gaz, mais on est toujours dans une ère où l'électricité et le gaz, hein, l'énergie plus généralement, est devenue extrêmement chère, en tout cas beaucoup plus chère que ceux qu'on avait l'habitude. Peut-être simplement pour vous illustrer ce propos, quand on regarde ce graphique où vous allez voir la facture énergétique française, donc ce que paye l'État tous les ans au niveau de l'énergie, vous voyez que l'année dernière, on a vraiment touché un pic, hein, 2022, la facture n'a jamais été aussi élevée pour l'État. Premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, tout ça avait eu un impact beaucoup moins élevé. La crise de l'année dernière a été vraiment sans précédent, et on l'espère ne se reverra pas de sitôt, mais en tout cas l'année dernière, voilà, record de factures énergétiques. Oui, bien évidemment sur les produits pétroliers, parce qu'on en est encore largement dépendant, mais aussi et surtout parce que le prix du gaz et le prix de l'électricité, on a eu une hausse sans précédent. C'est aujourd'hui donc pour ça, et c'est pour ça qu'on a voulu vous parler aujourd'hui du photovoltaïque, parce qu'aujourd'hui le photovoltaïque fait partie des nouvelles bonnes pratiques pour maîtriser son budget, son efficacité et son budget énergétique. Simplement, avant de passer la parole à mon collègue, aujourd'hui on voit apparaître quelques nouvelles bonnes pratiques, alors qui étaient déjà des bonnes pratiques avant, hein, mais qui aujourd'hui se transforment, en plus de se transformer en des économies d'énergie, aussi en des économies budgétaires. C'est par exemple une des pistes, la maîtrise de sa courbe de charge. Vous avez ici, hein, sous les yeux une courbe de charge classique d'un industriel, peut-être que vous reconnaissez la vôtre, hein, qui doit certainement ressembler à ça. Et aujourd'hui, vous voyez, si vous regardez cette courbe de charge et que vous la mettez en cohérence avec vos factures, vous vous rendez compte que les heures en journée, hein, ce qu'on appelle les heures pleines, voire les heures de pointe en hiver, ce sont les heures qui vous coûtent le plus cher. Entre 6h et 22h, hein, je pense que pour beaucoup d'entre vous, sur vos factures, vous voyez que ce sont des heures qui sont à peu près 2 voire 3 fois plus chères que les heures creuses. Les heures creuses étant les autres heures de la journée. Et c'est en l'occurrence à ces heures-là, le plus souvent, hein, que vous avez les plus hautes consommations, les plus hautes appels de puissance, puisque c'est là où votre activité est la plus importante. Et donc, sur vos factures, vous payez un prix très élevé, et on peut aussi regarder l'intensité carbone de ces heures-là. Hein. Si on regarde l'intensité carbone, le contenu CO2 de ces heures-là, on se rend compte que ces heures pleines sont aussi
en plus d'être les heures les plus chères, les heures qui sont les plus carbonées. Donc il y a un fort enjeu d'essayer de travailler sur cette courbe de charge, de trouver des moyens pour diminuer un peu le prix, qu'il soit environnemental ou financier, de ces heures pleines, de ces heures de journée. Et l'autre enjeu, c'est la flexibilité électrique. Aujourd'hui, dans notre mix électrique, on a du nucléaire, mais on en aura toujours autant, sauf qu'on va devoir augmenter notre consommation d'électricité puisqu'on veut électrifier. Et donc, il va falloir développer la flexibilité, qu'elle soit au niveau des producteurs que des niveaux comme vous de consommateurs. Et il y a donc des moyens de flexibilité qui se rémunèrent plutôt bien. Et vous l'avez peut-être deviné, donc l'un des moyens pour être flexible sur l'électricité et maîtriser sa courbe de charge, c'est le photovoltaïque. Je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Yann pour cette introduction. Alors, je vais forcément passer par quelques slides un petit peu pour vous rappeler les objectifs, alors pas seulement photovoltaïque, mais de manière générale sur les énergies renouvelables et de la France et de l'Europe. Le graphique qui me paraît intéressant ici, c'est celui de droite, enfin le graphique, l'image que vous voyez, qui est une image que j'ai reprise du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qui est sorti en version publique il y a environ un mois et demi. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que le photovoltaïque a son rôle à jouer dans n'importe lequel des secteurs d'activité pour décarboner et pour atteindre les objectifs, notamment de la stratégie nationale bas carbone, SNBC, terme qui vous parle peut-être. Je vais pas m'attarder sur les chiffres, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la France, si elle veut tenir ses objectifs de neutralité carbone d'ici à horizon 2030-2050, il va falloir aller 3 à 5 fois plus vite sur les énergies renouvelables, y compris sur le photovoltaïque, qui représente du coup un potentiel de décarbonation plus qu'important. Donc sur le fonctionnement du photovoltaïque, donc un cocorico, c'est Monsieur Becquerel qui avait découvert cet effet-là dans les années 1840. Je vous renvoie pas longtemps sur les bancs du lycée, c'est promis. Simplement aujourd'hui, le photovoltaïque, en très grande majorité, c'est du silicium qui est utilisé, donc qui est un matériau qu'on utilise pour ses propriétés en tant que semi-conducteur. Donc il n'y a pas de sujet terre rare. C'est peut-être un débat que vous avez entendu. Le photovoltaïque extrait-il des terres rares qui sont limitées sur Terre? Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que le silicium est illimité sur Terre. En revanche, il est disponible en quantité suffisamment abondante pour qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne se pose pas la question vis-à-vis du développement du photovoltaïque. Est-ce que le silicium va nous freiner dans le développement de cette énergie renouvelable-là? Ce que vous voyez dans la petite loupe qui est zoomée, c'est les deux couches qui forment un module photovoltaïque. Donc vous avez la couche positive et la couche négative, avec du bore et du phosphore. L'un a des électrons en trop et l'autre a des trous d'électrons. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des trous et un surplus d'électrons que ceux-ci peuvent circuler et provoquer un courant et un champ électrique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du soleil. Grâce à l'énergie de ces photons qui sont envoyés directement sur le module, on va pouvoir faire circuler ces électrons. Et donc c'est effectivement le mouvement de ces électrons qui va engendrer la production d'un courant électrique. Monsieur Becquerel qui vous parle également peut-être, puisque c'est l'unité de mesure de la radioactivité. Donc il n'était pas rare à cette époque-là que les physiciens, mathématiciens et philosophes aient plusieurs casquettes, donc ce qui était son cas. Pour revenir un petit peu sur le positionnement de la France, alors là c'est surtout à l'échelle européenne. Le graphique de droite, grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez en fait la puissance installée cumulée solaire et photovoltaïque en France. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la taille du cercle orange. Donc si vous regardez le graphique de droite, vous voyez qu'on est à peu près en France quelque chose comme 4e ou 5e par rapport aux autres pays européens en termes de puissance installée. C'est d'ailleurs pas forcément à l'échelle, puisque l'Allemagne a entre guillemets tellement de photovoltaïques installés ils ont quand même choisi sur ce graphique de ne pas étendre le cercle pour pas que ça masque les autres pays voisins. Mais l'Allemagne, qui peut être parfois critiquée sur ses choix, notamment sur sa politique au charbon, sur le photovoltaïque en tout cas, et de manière générale sur les énergies renouvelables, est largement plus en avance que la France. On a d'autres pays aussi qui sont devant la France, mais globalement on est relativement bien placé, même si forcément pour atteindre les objectifs de l'Europe, il y a encore pas mal de travail à faire. Il y a la Grande-Bretagne, puisque c'est un graphique qui parle pas forcément de l'Europe, mais plutôt de l'Union européenne, qui n'est pas représenté ici.
mais qui, contrairement à ce qu'on peut penser, fait aussi partie des leaders européens dans le photovoltaïque, avec voilà, l'Espagne, l'Allemagne également, l'Italie. Donc la France est grosso modo, on va dire, top 5 peut-être en termes de puissance installée. Et maintenant, le graphique de gauche, la France c'est la partie bleue en fait que vous voyez. Donc là, on chute à la 10e, 12e place. Pourquoi? Puisque ce graphique, en fait, c'est simplement la puissance installée, mais qu'on ramène au nombre d'habitants. Donc on essaye de mettre un petit peu en corrélation, même si les différents pays n'ont pas forcément les mêmes besoins par habitant, on essaye de ramener ça au nombre d'habitants. Donc vous pouvez voir que la France, elle a à peu près 200 watts de photovoltaïque installés par habitant. Donc en ordre de grandeur, c'est à peu près un demi-panneau. C'est comme si on avait un demi-panneau tous à la maison. Et si je compare avec les leaders, donc en l'occurrence c'est les Pays-Bas, ils sont à plus de 800, donc eux ils sont presque à 2 panneaux par personne. Voilà. Donc c'est important d'avoir également ce ratio-là pour comparer au nombre de personnes. Si je prends le dernier rapport d'RTE, bah, grosso modo, ce qu'il faut regarder, c'est la partie orange. Donc la partie orange qui fait état de la production photovoltaïque, de l'évolution en tout cas au cours des dernières années. En 2010, vous pouvez voir que la partie orange, on la voit pas. Actuellement, on arrive à la distinguer, même si effectivement ça pèse toujours moins que le nucléaire, hein, et ça pèsera forcément moins, même si le photovoltaïque se développe sur les prochaines années. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que c'est selon les projections d'RTE, le domaine qui devrait le plus se développer pour la production d'électricité en France. Et on attend à peu près, par rapport au niveau qu'on connaît actuellement, un x3, x4. Donc c'est vraiment un domaine qui va se développer. Donc pour ça, l'État met en place notamment de la réglementation, hein, et des opportunités qu'on pourra regarder après. Mais ça fait partie des domaines qui vont être vraiment importants pour ces prochaines années. L'éolien est beaucoup plus difficile à développer que le solaire. Le nucléaire, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on parle de construire un nouveau réacteur, ça se fait sur des années, voire des dizaines d'années. Donc le photovoltaïque a vraiment son rôle à jouer dans la production d'électricité en France. Niveau réglementation, savoir qui est concerné et qui n'est pas concerné. Actuellement, la réglementation photovoltaïque, donc là vous avez un espèce de panel de tout ce qui se fait en termes de réglementation, avec en bas sur l'axe des abscisses la surface. Donc c'est soit la surface au sol d'un bâtiment, soit la surface d'un parking, etc. Et vous avez à gauche les différentes typologies soit de bâtiments, soit de parking, en neuf et également en existant. À l'heure actuelle, les réglementations sont plutôt sur le neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réglementations sur les bâtiments existants sont déjà dans les roues et vous concerneront, enfin en tout cas concerneront les industries comme le tertiaire, comme les commerces, les hangars, etc. Dans les prochaines années, sachant que le photovoltaïque est un sujet auquel il faut forcément réfléchir en amont. Hein. Le photovoltaïque, ça se met pas en place en 2 mois. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Et simplement en orange, en haut à droite, vous avez le taux de couverture. Donc c'est la réglementation qui vous impose en général, c'est un taux de couverture entre 30 et 50%. Donc si je prends un exemple, je vais me placer sur la catégorie du milieu, par exemple, vous voyez bâtiment existant avec la date janvier 2028 à partir de 500 mètres carrés. Donc ça se traduit comment concrètement? N'importe quel bâtiment existant, dès lors qu'il a une surface au sol de plus de 500 mètres carrés, devra mettre en place du photovoltaïque à partir de janvier 2028 sur 30 à 50% de cette surface-là, de ces 500 mètres carrés. Voilà dans les grandes lignes pour la réglementation. Ce qu'il faut retenir sur la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, en termes de neuf, énormément de bâtiments, de parkings sont concernés. Et en termes d'existants, avant 2030, c'est sûr, cette réglementation qui existe sur les bâtiments neufs va être dupliquée sur l'existant. Donc tout le monde va être concerné à un moment ou à un autre dès que vous avez une surface qui dépasse 500. Ici, je peux reprendre sur cette deuxième slide, c'est simplement la continuité. Une réglementation dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, c'est à partir de 1500 m², c'est l'obligation de mettre en place des ombrières de parking et de mettre du photovoltaïque dessus sur au moins la moitié de cette surface-là. Donc ici, vous voyez, à partir de 1500 m², donc il y a deux dates pour se conformer à cet objectif-là, suivant que est-ce que vous êtes entre 1500 et 10 000 m² ou est-ce que vous êtes supérieur à 10 000 m².
L'idée qu'il y a derrière, c'est que vraiment les très gros parkings, donc supérieurs à 10 000 m2, sont concernés avant ceux qui sont supérieurs à 1500 m2. Donc on parle ici de juillet 2026 et juillet 2028. Donc vous avez un ordre de grandeur, mais grosso modo avant 2030, énormément de gens seront concernés pour mettre en place du photovoltaïque. Alors certes, les réglementations vont vite, et on pourrait se dire que c'est difficile à suivre, même nous, hein, on a parfois du mal à suivre les différents textes. Maintenant, on a plutôt l'habitude de voir ça sous forme d'opportunité, puisque quand vous avez une réglementation qui arrive comme ça, forcément derrière, c'est qu'il y a un potentiel. Sur le photovoltaïque, on l'a vu tout à l'heure avec les courbes de prix, hein, le potentiel, il est double. C'est de décarboner au maximum son mix électrique, et puis deux, d'essayer de payer le moins cher possible. On le verra après, mais un contrat photovoltaïque avec un prix fixe sur 20 ans, aujourd'hui, ça peut vous permettre de sécuriser sur une grosse période des prix qui actuellement, si vous signez des contrats, hein, tu me corriges si je me trompe, mais en général, on est au max sur 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et à des niveaux de prix différents également, donc ça, je vais vous donner également quelques ordres de grandeur, donc pareil. Ici, c'est sur les parkings extérieurs, neufs et existants, donc on est aussi sur des taux de couverture qui oscillent entre 30 et 50%. Donc pour comprendre le photovoltaïque, qu'est-ce qu'on fait de son photovoltaïque une fois qu'on a une centrale? Donc vous avez 3 modes de consommation, hein, donc je reviens sur les bases. Le premier mode, c'est de tout ce que vous produisez par votre centrale, qu'elle soit sur parking, qu'elle soit au sol, qu'elle soit sur une toiture de bâtiment. Vous pouvez décider que l'intégralité de cette production-là, vous la revendez sur le réseau. Donc vous êtes raccordé sur le réseau et vous revendez tout ce que vous produisez par la centrale à des prix qu'on verra après, et qui sont fixés ou non suivant la puissance d'installation par l'État. La deuxième possibilité, et ce qui actuellement en tout cas marche le mieux si jamais vous avez le choix entre guillemets entre tous ces modes-là, c'est l'autoconsommation. Que ce soit de manière individuelle, donc vous avez sur votre toiture de bâtiment du photovoltaïque et vous souhaitez consommer pour ce bâtiment-là tout ce que vous produisez pour réduire ce que vous tirez sur le réseau. Ça, c'est l'autoconsommation individuelle. L'autoconsommation collective, c'est si vous avez plusieurs bâtiments avec au moins un producteur photovoltaïque sur un périmètre, donc je vais revenir sur ce qu'est le périmètre, mais sur un périmètre relativement restreint, donc on parle beaucoup des 2 km. Donc si vous avez plusieurs bâtiments qui peuvent consommer la production photovoltaïque dans un rayon de 2 km, vous pouvez produire à un endroit et ensuite faire bénéficier soit d'autres commerçants, soit d'autres industriels de votre production à vous, à un moment où par exemple vous ne l'utilisez pas. Ce qui peut vous permettre de pas forcément avoir beaucoup d'électricité à injecter sur le réseau, puisque c'est la troisième possibilité, vous pouvez faire un mix entre les deux, c'est-à-dire consommer un petit peu ce que vous produisez, le maximum possible, et puis injecter le surplus de ce que vous n'êtes pas capable de consommer, mais que vous produisez quand même, sur le réseau. Pourquoi réinjecter sur le réseau? Parce que même si vous dimensionnez au mieux votre centrale photovoltaïque, sauf si jamais vous avez des besoins vraiment permanents avec notamment une production de froid, par exemple la nuit, le week-end, etc., forcément vous allez avoir certains moments en plein été par exemple, pendant des heures midi, 14 heures, vous allez peut-être produire plus d'électricité que ce que vous avez besoin, donc vous allez devoir réinjecter sur le réseau. Voilà, donc grosso modo, vous pouvez tout revendre, vous pouvez auto-consommer et vous pouvez faire un mix des deux. Donc je vais revenir un petit peu rapidement sur ces 3 modes-là de consommation. Peut-être simplement avant, préciser que si vous avez un mégawattheure d'électricité que vous payez qui se décompose comme sur la barre que vous voyez à gauche, donc grosso modo à l'heure actuelle, évidemment ce qui paye le plus dans votre facture c'est la partie prix d'électrons, donc ce que nous on appelle fourniture. Vous avez également en jaune une part moins importante mais qui l'est quand même, c'est la partie tarif de transport, donc le TURP. Et puis la partie grise qui, elle, à l'heure actuelle, est moins importante. Historiquement, c'était relativement un tiers. Maintenant, avec la crise énergétique, c'est clair que la partie fourniture, elle vaut beaucoup de plus. Donc si jamais on est sur cette décomposition-là du prix, vous avez au milieu ce que peut vous faire économiser le photovoltaïque en autoconso collective. Donc si vous produisez du photovoltaïque, vous l'autoconsommez en partie et vous revendez à d'autres acteurs. Donc vous allez quand même toujours payer la partie jaune qui est le TURP, puisque vous utilisez le réseau pour revendre aux autres acteurs. Et par contre, en autoconso individuel, donc là c'est dans le meilleur des cas évidemment, c'est pas le cas tout le temps, et dans le meilleur des cas, si vous avez votre centrale qui est parfaitement dimensionnée, vous pouvez avoir 100% de réduction sur votre facture, si jamais le photovoltaïque couvre la totalité de vos besoins, ce qui est évidemment très rarement le cas. Mais en théorie,
l'autoconsommation individuelle peut être un moyen de réduire totalement sa facture, y compris la partie transport, acheminement. Voilà. Je vais vous parler maintenant de la partie autoconsommation, collective ou individuelle d'ailleurs, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment la partie la plus intéressante si vous avez le choix. Alors parfois vous n'avez pas le choix. Vous avez par exemple seulement une surface au sol disponible, un certain foncier, et pas de bâtiment dans la limite des 2 km que j'ai cité tout à l'heure. Alors les 2 km sont plus ou moins extensibles en fonction des dérogations ministérielles, mais grosso modo c'est 2 km. Si vous n'avez pas de bâtiment, si vous avez personne qui peut consommer votre production, bah, ça reste toujours intéressant de faire un projet photovoltaïque et de revendre en totalité. Maintenant, si vous avez le choix et si vous avez des bâtiments, on va voir là ensemble comment dimensionner au mieux son projet photovoltaïque. Donc c'est la première étape qu'on fait et qu'on propose dans nos accompagnements. C'est la partie dimensionnement et étude de faisabilité. Donc je vais remettre la courbe de charge dont vous a parlé Yann tout à l'heure en introduction, qui correspond donc à une courbe de charge, on va dire un besoin, donc c'est également appelé les points 10 minutes pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme-là. Donc ça peut être une courbe de besoin typique d'un industriel qui travaillerait en 2x8 avec grosso modo un pic d'activité et du coup un pic de consommation électrique aux alentours de midi 14h. Et donc on va voir que on va essayer de superposer au maximum la courbe de production photovoltaïque à cette courbe-là. Et on va voir, on va décortiquer ensemble les intersections entre ces différentes courbes pour pouvoir comprendre comment on dimensionne la centrale. Donc une fois que vous avez dimensionné correctement la centrale et que vous avez cette courbe de production en jaune de votre installation photovoltaïque, vous avez différentes aires sous les courbes qui sont intéressantes à regarder. Donc la partie en bleu, c'est la partie qui est toujours dans votre courbe de charge à vous, mais qui n'est pas couverte par la production photovoltaïque. En général, on n'a pas de soleil avant 5h du matin et on n'a plus de soleil à partir de 19h. Ça dépend des périodes, évidemment. Là, c'est juste une courbe de charge sur une journée. Mais grosso modo, c'est ce qu'on peut retrouver en moyenne. Donc forcément, si vous avez des besoins passés 18h, votre photovoltaïque ne va pas produire et vous aurez toujours besoin de tirer sur le réseau à ces moments-là. En revanche, la partie jaune, qui elle est la partie qui est toujours dans votre courbe de charge, donc ça fait toujours partie de vos besoins, et c'est une partie de votre courbe de besoins qui peut être satisfaite par la production photovoltaïque si jamais elle est bien dimensionnée. Et en fonction du dimensionnement de la centrale, vous avez une partie qui reste, qui est la partie en grise au-dessus, qui est ce que vous produisez avec la centrale, mais que vous ne pouvez pas utiliser parce que votre besoin, vous, à ce moment-là de la journée, il était au maximum, je dis n'importe quoi, à 160 kW, et vous avez eu un pic de puissance dans votre production photovoltaïque à 200. Donc il y a une petite partie que vous n'avez pas utilisée. Donc se pose ensuite la question de qu'est-ce qu'on fait de la partie grise. Est-ce que derrière, on va stocker cette énergie-là pour l'utiliser plus tard, soit avec des batteries physiques, soit avec des batteries virtuelles, donc avec du stockage virtuel et des contrats avec les fournisseurs d'énergie, soit est-ce qu'on la revend sur le réseau, donc on se raccorde sur le réseau et puis on revend cette partie-là, soit parfois on fait rien de plus, puisque je donnerai également des informations là-dessus, mais si vous avez correctement dimensionné la centrale, ce qu'on cherche aujourd'hui à faire, c'est de se rapprocher au maximum de votre courbe de besoin, donc avoir un taux d'autoconsommation, c'est le terme que vous voyez en bas à gauche, le TAC, au maximum à 100%, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher de tout ce que vous produisez par la centrale, je le consomme et j'essaie de le revendre le moins possible. Pourquoi ? Puisque vu les prix que vous a présenté Yann en amont, c'est plus intéressant aujourd'hui pour vous, sauf si vous avez signé il y a 5 ans, mais votre contrat arrivera forcément à échéance un moment ou un autre. Mais si vous avez signé à des niveaux de prix qui sont élevés, c'est forcément le cas en ce moment, c'est plus intéressant de réduire votre facture et donc d'auto-consommer le photovoltaïque que de le revendre sur le réseau, puisque les prix sont imposés par l'État, et vous n'avez pas le choix du prix auquel vous revendez votre électricité, et forcément ces prix-là sont moins élevés que les prix que vous pouvez avoir dans votre contrat, donc c'est plus intéressant de diminuer votre facture que de revendre sur le réseau d'une manière générale. Donc c'est plus intéressant de se rapprocher du 100% d'autoconsommation, donc c'est ce que vous voyez en bas à gauche, et donc le taux d'autoconsommation, c'est la partie production photovoltaïque sur la partie production photovoltaïque autoconsommée, donc la partie jaune, sur la totalité de la production photovoltaïque, donc la partie jaune plus la partie grise. Et un deuxième terme qui est important de comprendre et qui est vraiment très différent du taux d'autoconsommation, c'est le taux d'autoproduction, qui lui fait état de à quel point le photovoltaïque permet de soulager votre courbe de charge, donc votre besoin. Donc lui,
pour le coup, c'est toujours la partie jaune, mais sur votre courbe de charge totale, donc la partie jaune plus la partie bleue. Donc grosso modo, pour faire le point sur ces deux termes-là, on va essayer de se rapprocher au maximum de 100% d'autoconsommation, c'est-à-dire de dimensionner la centrale pour que tout ce qui est produit par la centrale, vous puissiez le consommer. Et le taux d'autoproduction, là c'est plus lié à vos besoins et de la surface disponible. Donc si je prends 25% de taux d'autoproduction, ça veut dire que avec le photovoltaïque, vous allez être capable de réduire de 25% la totalité de votre facture. Donc grosso modo, vous aurez 25% de vos besoins qui sont tirés du photovoltaïque et 75% qui seront toujours tirés du réseau. Voilà. Donc c'est 25% en moins que vous ne tirerez pas sur le réseau et qui, du coup, en termes de coût, dépendront seulement du coût de l'installation de photovoltaïque, évidemment lié au coût de maintenance et d'entretien. Et donc en théorie, si jamais vous êtes capable de bien superposer les courbes, votre courbe de charge, donc votre courbe de besoin, elle pourrait passer de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. Et pourquoi je vous en parle maintenant? C'est pour faire le lien avec ce que Yann a dit tout à l'heure sur à quel moment l'énergie coûtait cher. Donc là, vous voyez typiquement que dans le cas idéal, si vous superposez les courbes, vous avez des maximums de production qui sont plutôt pendant les heures creuses. Et donc les heures qui vous restent, entre guillemets, à soutirer sur le réseau, finalement, c'est pas des heures qui vous coûtent très cher dans votre contrat. Et le reste de la production, même si on n'atteint jamais une courbe de charge, ici je l'ai mise à 0, mais on n'atteint jamais un 0, mais en théorie c'est possible. Vous avez finalement une très faible consommation pendant ces heures pleines qui vous coûtent plus cher, ou même les heures de pointe en hiver qui vous coûtent plus cher. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire le lien avec la partie achat d'énergie en amont. Et donc ça c'est vraiment important de bien le comprendre pour l'autoconsommation, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Mais parfois vous n'avez pas le choix. Et comme dit, soit vous ne pouvez pas autoconsommer parce que vous n'avez pas de bâtiment à proximité, soit c'est un choix également de votre part de vouloir tout revendre. Donc là se pose la question, à quel prix je revends l'électricité que je produis? Là-dessus, il y a deux types d'installations, deux niveaux de puissance d'installation qu'il faut bien distinguer. C'est en dessous de 500 kW crête, donc on parle toujours en kW crête sur le photovoltaïque, et au-dessus de 500 kW crête. Si je commence par en dessous de 500 kW crête, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si vous avez une production photovoltaïque et que vous voulez revendre votre électricité, les tarifs sont fixés par l'État, en l'occurrence la CRE, Commission de régulation de l'énergie, et il n'y a pas le choix sur le niveau de prix auquel vous revendez cette électricité. Ça, c'est valable pour les projets en dessous de 500 kW crête. Un projet en dessous de 500 kW crête, grosso modo, c'est 2500 ou 3000 m² de surface disponible. En toiture ou au sol, c'est à peu près la même production. Donc ça vous donne un ordre d'idée d'une taille de projet. Donc 500 kW crête, c'est déjà un projet qui est conséquent. Et donc, ces tarifs de revente sont imposés par la CRE. Et on a ce qu'on appelle dans le jargon EDF-OA, donc EDF obligation d'achat. Donc vous avez notamment EDF et les autres ELD. Donc nous on est basé à Strasbourg, donc je vais vous parler d'électricité Strasbourg qui est concernée également. À Colmar, ça peut être Vialis ou autre. Toutes les entreprises locales de distribution sont concernées également par le rachat de cette électricité. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit qu'il y a un barème qui est fixé par la CRE, donc par l'État, et ces entreprises-là, EDF et les autres, sont obligées de vous racheter l'électricité à ce prix-là qui est défini par l'État et il n'y a pas de négociation possible. Donc c'est un dispositif qui est vu entre guillemets comme une aide, puisque vous êtes sûr que si vous avez une production et que vous voulez revendre, elle sera rachetée et elle sera rachetée à un prix qui est fixé. Et ces prix-là sont fixés sur une durée de 20 ans et ils sont revus de manière trimestrielle. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu petit et vous n'arrivez pas bien à distinguer, mais on est aux alentours de 130 € du mégawattheure à peu près en ordre de grandeur pour revendre votre électricité en indice de prix sur la dernière tranche tarifaire. Et donc 130 €, si vous faites le lien avec les cours que vous a montré Yann tout à l'heure, on peut très bien être à des niveaux de prix dans vos contrats qui sont beaucoup plus importants, d'où encore une fois l'intérêt d'autoconsommer, mais le calcul mérite d'être mené. Donc c'est notamment cette partie-là qu'on regarde en étude de faisabilité. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Donc est-ce que c'est plus intéressant pour vous de revendre la totalité, revendre une partie, autoconsommer le total ou non? Voilà, donc c'est des tarifs qui sont imposés par l'État. Les entreprises EDF et les autres sont obligées de vous racheter l'électricité à des prix qui sont fixés par l'État, donc il n'y a pas vraiment de négociation. Et c'est des contrats sur une durée de 20 ans, donc c'est un contrat qui se rajoute au contrat que vous avez de manière
entre guillemets classique avec votre fournisseur d'énergie, et donc forcément lié à un compteur pour pouvoir compter ce qui est consommé et ce qui est revendu. Et maintenant, l'autre niveau de puissance, c'est quand vous dépassez les 500 kW, donc là on parle vraiment de projets qui commencent à être costauds. Là c'est un petit peu différent, donc la partie... je sais pas si vous voyez ma souris, mais la partie qui est à gauche, qui n'est pas dans l'encadré rouge, c'est la partie dont je vous ai parlé juste avant. Donc obligation d'achat pour les projets en dessous de 500 kW. Et à droite, pour les gros projets, en fait, ça marche par appel d'offres. Donc là, c'est une démarche qui est un peu plus compliquée, sur laquelle on peut vous aider également si vous avez des projets qui dépassent les 500 kW. Ça marche par appel d'offres de la CRE, donc toujours la CRE qui est l'organisme qui fixe notamment les prix de revente de l'électricité que je vous ai montré sur la slide d'avant. Donc là, c'est pas des prix qui sont fixés par avance, mais ça passe par commission et par appel d'offres, que ce soit pour la vente juste du surplus de ce que vous produisez ou pour la vente totale si vous voulez revendre la totalité. Donc comment ça se passe grosso modo, c'est j'ai un projet photovoltaïque, je monte un dossier, je propose une certaine rémunération, donc c'est-à-dire à combien j'aimerais bien revendre mon électricité, ça passe en appel d'offres au niveau de la CRE, et puis il y a ensuite différentes réponses des candidats qui proposent, c'est une enchère de prix si vous voulez, mais dans l'autre sens, qui descend, et donc c'est des cycles tous les 4 mois. Évidemment, les projets qui sont retenus par la CRE, c'est plutôt les projets avec les tarifs les moins élevés. Et donc, c'est comme ça que les tarifs de revente sont fixés pour les gros projets. Donc, historiquement, il y a quelques dizaines, quelques centaines de gros projets qui sont étudiés tous les ans dans chaque région de France par la CRE. Et donc, c'est une démarche qui est quand même plus longue. Vous voyez, c'est des cycles tous les 4 mois, ils ont ensuite 6 mois pour répondre. Enfin, c'est des démarches plus longues que simplement la partie revente par EDF obligation d'achat, mais c'est ce qui existe et ce qui est fixé pour les gros projets. Donc c'est vraiment les deux niveaux de puissance à distinguer. Donc si vous avez des projets, on va dire plutôt petits et moyens, donc en dessous de 2500 m² de surface disponible à peu près, vous êtes sûrement concerné plutôt par la partie obligation de revente. Et si vous êtes au-dessus, quand on parle de 5000 à 10 000 m², là on passe sur des appels d'offres de la CRE. Voilà. Je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a accompagné en étude de faisabilité avec Energidev au milieu de cette année, un petit peu avant l'été. Donc c'était un industriel alsacien qui est concerné par une des réglementations que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la réglementation installation sur des parkings existants. Donc lui, en l'occurrence, il avait une surface de parking qui était largement supérieure aux 1500 m². Et donc l'installation photovoltaïque qui a été étudiée, elle a une puissance de 2,1 MW crête. Donc pour la conversion, ça fait 2000 kW crête. Donc vous voyez que là, on passe largement les 500 kW crête dont je vous parlais juste avant. Donc c'est un projet qui est passé en appel d'offres de la CRE, puisque vous le voyez ici, l'objectif c'est le 1, 2, 3, 4, 5e point. Il y a un TAC, donc un taux d'autoconsommation de 98,4%, et donc il y avait un petit surplus. Et donc le choix, ça va été de revendre le surplus au barème qui vont être dessinés par la CRE, donc le dossier est en cours d'instruction, et un taux d'autoproduction de 26%. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que cet industriel-là, sur son parking, a réduit l'électricité qui tirait du réseau de 26%, puisque cette énergie-là est directement tirée de son installation photovoltaïque. Voilà, donc ça c'est un projet très conséquent. Vous voyez, c'est environ 4000 panneaux, donc ça commence à être important. C'était un investissement de presque 3 millions d'euros, avec quand même des frais de maintenance de 35 000 euros par an, donc qui sont évidemment à prendre en compte et qui sont pris en compte lors de nos études de faisabilité. Vous avez également les frais d'assurance qui sont pas négligeables et qu'il faut regarder. Et voilà, pour votre information, c'est des modules Jinko Solar, donc qui sont le premier fabricant au monde, qui sont des fabricants chinois. Si je vous dis pas de bêtises, les 3 premiers fabricants au monde sont chinois, le 4e est canadien, le 5e est coréen. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'échelle européenne, la position de la France dans l'Europe. C'est vrai que le marché est ultra dominé par le continent asiatique et par la Chine en particulier. Il y a 15-20 ans, historiquement, le savoir-faire, malheureusement, était vraiment du côté européen, notamment par l'industrie allemande. C'est vrai que les Chinois ont cette capacité à
à dupliquer les idées de manière très importante. Et donc aujourd'hui, ils ont plus de 90% des parts de marché dans la production et de cellules et de modules photovoltaïques. Maintenant, il reste des alternatives intéressantes. J'ai vu des confrères qui exposent aussi aujourd'hui, Voltec Solar et autres, qui sont nationalement implantés et même régionalement. On a également la plus grosse centrale de production de panneaux photovoltaïques, donc la plus grosse usine qui va ouvrir ses portes en Europe. Donc ce sera en Moselle d'ailleurs dans 2 ans. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie française et européenne. Et donc là vous voyez en l'occurrence que le bilan carbone total des panneaux était de l'ordre de 420 kg de CO2 équivalent par kilowatt crête. On ramène toujours ça à la puissance en kilowatt crête. Donc c'était des panneaux en silicium. Je vous avais dit en introduction que le silicium était le matériau semi-conducteur utilisé à au moins 80% dans le photovoltaïque. C'était le cas encore ici. En monocristallin. Et c'était des modules bifaciaux, donc peut-être une petite précision sur le bifacial. Le bifacial, donc ça veut dire qu'il y a des panneaux grosso modo des 2 côtés, ce qui permet, surtout quand il y a de la neige pour des installations d'ombrières, donc qui sont surélevées et pas au sol, de pouvoir bénéficier de l'électricité qui est produite par réflexion de la neige qui, je vous l'apprends pas, est blanche et donc reflète énormément d'électricité. Donc les panneaux bifaciaux sont pas forcément beaucoup plus chers que les panneaux classiques, c'est 10-15% plus cher. Et ça peut permettre d'atteindre des niveaux de production, notamment en hiver, quand on a du mal à atteindre une production satisfaisante. Ça peut permettre d'atteindre des niveaux plus que corrects. Le financement, pour vous donner quelques billes sans trahir de secret de la centrale, c'était un emprunt sur 80% du montant d'investissement et donc 20% avec un prêt qui court sur 20 ans. Ils ont emprunté à 4% à peu près. Le temps de retour sur investissement du projet était d'une dizaine d'années, ce qui est globalement dans la moyenne très haute des projets qu'on a actuellement. On est en moyenne plutôt sur du 5, 6, 7 ans maximum vis-à-vis des prix de l'énergie qui sont pratiqués et qu'elle nous a présenté. Forcément, ça fait que sur votre facture, si vous voulez autoconsommer, les temps de retour sur investissement sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années quand on a eu le boom du photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque c'est beaucoup plus professionnalisé, il y a énormément d'acteurs là-dedans. On a beaucoup moins de problèmes d'incendie, de stockage d'électricité, etc. Et les temps de retour sur investissement sont vraiment meilleurs, notamment à cause de la crise. Donc n'hésitez pas si vous devez vous lancer dans le photovoltaïque. Ça commence toujours par une étude de faisabilité, donc la partie que nous on fait. Comme sur tous les autres sujets, on est neutre et indépendant. Donc comme j'installe pas de photovoltaïque, j'ai aucun intérêt à vous dire que le projet sera rentable si jamais il ne le sera pas. Donc ça commence toujours par une étude de faisable pour voir dans un premier temps si c'est faisable, si vous avez la structure qui peut accueillir du photovoltaïque. Si on parle de toiture, en France, vous avez à l'heure actuelle 80% des toitures qui ne peuvent pas accueillir de photovoltaïque. On parle de facile 15 ou 20 kg par mètre carré de toiture supplémentaire sur le photovoltaïque. Donc c'est vraiment important et à ne pas négliger. Donc il y a cette partie-là qui rentre en compte, notamment. Donc ça démarre toujours par une étude de faisable pour voir si au niveau potentiel c'est intéressant et si techniquement c'est faisable. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, le photovoltaïque c'est 4 à 5% de l'électricité consommée en France. En puissance installée, on parle toujours en kilowatts crête ou en mégawatts crête, peu importe, mais c'est une puissance. Et en termes de production, pour le coup c'est une consommation, c'est une production, donc on parle en kilowattheure, en mégawattheure. À l'heure actuelle, un panneau seul, c'est à peu près une puissance de 0,5 kW/crête, donc c'est ça, 400 Wh/crête. Temps de retour énergétique, donc j'ai parlé de temps de retour sur investissement qui concerne les euros. Le temps de retour énergétique d'un panneau photovoltaïque, c'est à peu près 1 an à 2 ans, ce qui veut dire que l'énergie nécessaire pour produire et acheminer ce panneau, puisque la plupart du temps ils viennent du continent asiatique, cette énergie-là, elle est rentabilisée en 1 an ou 2 ans par rapport à l'énergie qui est produite justement par l'installation. En moyenne, un module de changement d'onduleur qui intervient en général tous les 10-15 ans, l'installation peut tenir largement 25 ou 30 ans. Donc ça c'est vraiment professionnalisé et les garanties se sont vraiment étendues ces dernières années. Et le rendement d'un panneau, donc là on a évidemment encore pas mal de progrès à faire là-dessus, mais on est à peu près à 20%. Grosso modo, le panneau est capable de restituer en énergie 20% de ce qu'il capte. Ce qui est un peu compliqué peut-être pour vous, c'est qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, puisque le domaine s'est professionnalisé, qui interviennent dans le photovoltaïque, que ce soit les installateurs, les fournisseurs de panneaux,
la sécurité incendie, la mairie pour les demandes d'urbanisme et permis de construire, les gestionnaires de réseau puisque ça touche directement à votre courbe de charge, les fournisseurs d'énergie puisque vous allez avoir un contrat si jamais vous revendez, les bureaux d'études et les indépendants comme nous, et puis si on ajoute également les banques, les assurances, etc. Donc on peut vraiment vous apporter un œil clair sur toutes ces relations-là pour que vous puissiez avoir l'interlocuteur qui saura vous conseiller sans avoir à vous vendre derrière d'autres prestations complémentaires. Donc pour résumer, ce qu'on fait chez EnergyDev sur le photovoltaïque, c'est des études de faisabilité donc qui répondent techniquement au cahier des charges, qui répondent à la réglementation et qui vous permettent d'avoir des chiffres en termes de rentabilité économique. La cerise sur le cadeau, sur le cadeau, j'ai trahi un secret. Sur le gâteau là-dessus, c'est que les études sont subventionnées en grande partie puisqu'elles répondent au cahier des charges de l'ADEME. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous contacter. C'est vrai que c'est un sujet comme les achats d'énergie qui est très particulier. Donc c'est pas forcément facile d'apporter des réponses comme ça générales, mais au cas par cas. Donc on a le stand de G17 qui est juste là-bas en face de la CCI. Donc vous pouvez passer nous voir, on répondra avec plaisir à vos questions sur le photovoltaïque, sur les achats d'énergie et autres. Voilà, je crois que j'en ai terminé, j'ai dépassé de 1 minute peut-être. Je vous remercie pour votre attention et puis voilà, Yann et moi, comme les autres collègues, on est disponibles à nos stands si jamais vous avez des projets ou d'autres questions relatives à l'énergie de manière générale et à la décarbonation. Voilà, merci et puis bonne journée, bon salon.